Bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour certains d'entre vous. On a probablement une bonne partie de notre audience qui, pour des raisons évidentes, est en ligne ce matin. Je signale d'ailleurs aux présents qui sont en ligne, qui peuvent poser des questions sur le chat, qui seront relayées dans la salle. Et donc, nous sommes réunis autour de trois acteurs de l'ouverture des infrastructures ferroviaires à la concurrence, que sont, alors je commence par Laurence Daziano, qui est de SNCF Voyageurs, Olivier Salès de l'autorité de régulation des transports, et puis Claude Steinmetz qui représentera Transdev et donc un nouvel entrant. Alors peut-être un peu de mise en perspective de cette matinée, de ce petit déjeuner. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, parce qu'il y a quelques têtes relativement jeunes dans la salle, l'ouverture à la concurrence, ça remonte maintenant à un certain temps, puisque la première étape, ça a été en 1997, la séparation des activités de réseau et des activités de mobilité de la SNCF, de l'opérateur historique. Il y a eu une première ouverture à la concurrence aux alentours entre 2003 et 2006 du fret. Il y a eu entre 2009 et 2011 l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs. Et puis maintenant on rentre un peu dans le cœur du sujet avec l'ouverture qui s'étale entre 2019 et 2033 pour faire simple, du transport régional, c'est-à-dire du transport qui est subventionné et qui est organisé sous l'autorité d'autorités organisatrices de transport. Et puis à partir de 2020 aussi, l'ouverture de lignes qui, elles, ne sont pas subventionnées. Et donc dans ce contexte, l'accès évidemment aux infrastructures de réseau est une question essentielle. Alors ça soulève en réalité beaucoup de questions. Ça soulève bien sûr la question de l'accès en fait aux infrastructures qui sont gérées par l'opérateur historique, qui autrefois évidemment était une seule et même entité organisée, intégrée verticalement en quelque sorte. Alors ça a été d'autant plus complexe qu'il a fallu réorganiser l'opérateur historique ces dernières années et redéfinir les liens qui existaient entre le gestionnaire des infrastructures et le gestionnaire, l'opérateur en fait des services de transport. Choses qui ont été faites au cours des années 2018-2019 avec un certain nombre de textes réglementaires et législatifs. Et puis depuis le début de l'année, la fin de l'année 2019 et au cours de cette année 2020, évidemment un peu perturbé par l'actualité sanitaire, on commence à ouvrir donc à la concurrence les infrastructures de transport. Alors d'abord celles qui sont, sur les opérations qui sont subventionnées, ce qui soulève un certain nombre de questions, c'est-à-dire que les autorités organisatrices de transport doivent lancer des appels d'offres pour que les opérateurs de transport fassent leurs propositions. Et ça suppose, du côté des autorités organisatrices de transport, qu'elles accèdent à de l'information. Alors de l'information évidemment de l'opérateur de réseau, mais aussi d'opérateurs d'infrastructure, mais aussi de l'opérateur historique, puisque ce sont des informations clés évidemment pour pouvoir organiser une concurrence dans des conditions saines. Il y a évidemment aussi des questions complexes de tarification de ces infrastructures. Et puis il y a la question des modalités pratiques en fait, d'accès aux infrastructures, sur lesquelles on va plus particulièrement se focaliser ce matin, mais pas exclusivement. Alors les infrastructures, c'est quoi? Alors bien sûr, c'est le réseau ferroviaire en soi. Ça c'est évidemment un élément important, mais il y a aussi l'accès aux gares. Ce sont les gares qui voilà. Il y a l'accès à tous les centres de maintenance.
ainsi qu'à divers équipements annexes, de type, par exemple, enfin, bon, bref, on en reparlera. Et puis enfin, il y a évidemment à chaque fois l'accès aux informations clés qui permettent d'opérer de manière efficace ces équipements, ces divers équipements, et développer une offre de services. Voilà, alors la concurrence s'organise, hein, on est vraiment en phase d'entrée sur le marché des nouveaux entrants qui sont en fait à la fois des opérateurs français, il y a Transdev et la RATP notamment, la RATP qui elle-même doit aussi accueillir sur ses propres infrastructures d'éventuels concurrents. Il y a l'italien Trentavia avec sa filiale française Tello, il y a la Deutsche Bahn avec sa filiale Arriva, il y a le néerlandais Abelia et puis le hongkongais MRT. Pardon. Non, MTR, c'était bien ça. Et donc voilà, il y en a d'autres, mais pour l'instant, ce sont les principaux qui rentrent sur le marché. Alors donc, ce matin, on va, comme je l'ai indiqué, se focaliser surtout sur les conditions d'entrée sur le marché d'exploitation des infrastructures. Bien évidemment, l'opérateur historique a un avantage stratégique et donc la question c'est de savoir si les entrants peuvent faire face à des barrières à l'entrée, enfin raisonnables en quelque sorte, évidemment avec l'idée qu'à la fin il ne doit plus y en avoir, mais il y en a qui préexistent évidemment, et donc tout le travail de l'autorité de régulation des transports en coopération avec l'opérateur historique, c'est précisément de faire en sorte que les nouveaux entrants puissent faire leur offre, étudier le marché de manière fine pour pouvoir développer une offre de services innovante. À la fin, c'est quand même l'objectif. L'objectif, c'est que la concurrence amène à la fois les nouveaux entrants et l'opérateur historique à innover et à améliorer le service aux voyageurs et à améliorer aussi l'utilisation en fait, de ces infrastructures qui sont largement financées par le contribuable et donc qui sont en partie des infrastructures qui sont le bien commun et il est juste de vouloir les exploiter efficacement. Donc je vais laisser la parole, comme je l'avais annoncé, successivement à Olivier Salès, donc directeur du transport ferroviaire à l'ART. Et puis ensuite, je passerai la parole à Laurence Daziano, qui aura la délicate tâche finalement de représenter à la fois un opérateur en concurrence et quelqu'un qui aussi voilà, est un opérateur historique. Et puis enfin, Claude Steinmetz, lui, nous expliquera, nous montrera le point de vue d'un nouvel entrant qui à la fois connaît évidemment en partie le marché, puisqu'il est un opérateur de transport en France, mais évidemment qui ne connaît pas forcément le détail de chaque ligne, chaque équipement, et c'est évidemment crucial pour rentrer sur un tel marché. Voilà, donc Olivier Salès, vous avez la parole pour 15-20 minutes, comme vous voulez, pour prendre le temps de nous expliquer ces dossiers un peu complexes. Donc la concurrence en infrastructure sur les rails ne fait pas sens. Donc on est bien en face effectivement d'une situation où il y a des services qui circulent sur une infrastructure qui, elle, est en monopole naturel. Donc effectivement, dès lors qu'on est dans cette situation, il est, je dirais, nécessaire et normal d'avoir une régulation qui permet de recréer ou de faire en sorte que des conditions minimales d'accès normal à un marché puissent être mises en place. Alors, quand on parle de l'accès aux infrastructures ferroviaires, et vous l'avez évoqué, on ne parle pas seulement des rails, on parle de tout un système qui s'articule à la fois autour de la circulation sur les voies, mais aussi de l'accès, vous l'avez dit, aux installations de services, c'est-à-dire aux gares de voyageurs, aux sites de triage pour les entreprises de fret ferroviaire, aux voies de service pour garer ces trains, aux installations de maintenance et à tout un ensemble d'autres installations comme les terminaux de marchandises, les chantiers de transport combiné, voire même des stations de gazole pour les trains thermiques, puisque comme pour la route, il y a des trains effectivement qui ont besoin de s'approvisionner en combustible. Donc on est sur un sujet assez vaste. Quand on parle d'accès à l'infrastructure, il faut bien comprendre
qu'il y a différents types de services qui accèdent à cette infrastructure. Comme vous l'avez mentionné, l'ouverture à la concurrence finalement n'est pas si neuve que ça, parce que avant cette ouverture-là qui concerne les services domestiques de transport de voyageurs, le fret s'est ouvert effectivement entre 2006 et 2009 avec l'ouverture du fret international puis du fret domestique. Donc il y a depuis de nombreuses années des sujets d'accès qui se posent pour le monde du fret. Le monde du transport international de voyageurs aussi est ouvert depuis 2011. Donc on a effectivement avec des acteurs comme des cousins de SNCF, on va dire, des entreprises comme Eurostar ou Thalys, mais également des entreprises comme Tello, qui depuis un certain nombre d'années fournissent en France des services librement organisés, dans le cadre d'une concurrence en open access, concurrence sur le marché, des services librement organisés de transport international de voyageurs entre la France et l'Italie. Donc là, effectivement, tout s'ouvre, à la fois dans le cadre d'une concurrence en open access. Alors effectivement, officiellement, ça démarre le deuxième samedi du mois de décembre de 2020, pour ce qu'on appelle l'horaire de service 2021 dans le monde ferroviaire, pour les services librement organisés et pour l'ouverture à la concurrence des services de transport conventionnés. On est sur une ouverture effectivement qui s'étale suivant les cas, avec le cas particulier de la région Île-de-France que vous avez mentionné. Mais en tout cas, jusqu'en 2023, on va dire, pour simplifier, que les régions ont le choix entre faire des appels d'offres, donc dans le cadre d'une concurrence pour le marché, ou continuer à faire de l'attribution directe, mais sur des contrats d'une durée limitée à 10 ans. Et à partir de 2023, pour tous les nouveaux services qui seront remis en jeu, il y aura, sauf des exceptions très réglementées, et pour lesquelles d'ailleurs le régulateur peut avoir un avis plus ou moins contraignant à donner, il y aura un principe de mise en concurrence systématique pour l'ensemble des services conventionnés. Donc quand on parle de services conventionnés, en France, on parle des services TER, des services transiliens, qui s'ouvriront un petit peu plus tard, effectivement, pour lesquels le calendrier est un petit peu différent, et des services de train d'équilibre du territoire, qui sont des services interrégionaux. Alors, il faut noter d'ailleurs que la part de ces services s'est réduite, puisque avec l'agrandissement des régions, de nombreuses régions ont repris en fait en propre une partie des services conventionnés qui autrefois étaient du ressort des trains d'équilibre du territoire. Donc en France, on est dans un schéma où chaque région effectivement est autorité organisatrice des transports dans sa région, et l'État reste autorité organisatrice des transports pour des parcours interrégionaux conventionnés. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Alors, quand on rentre dans le détail, en fait, on se rend compte qu'une entreprise ferroviaire, quand elle arrive sur le marché, notamment si elle n'a pas forcément, je dirais, la place déjà installée, comme c'est le cas de SNCF Voyageurs, c'est un parcours assez compliqué, en fait. Parce que l'accès à l'infrastructure, ce n'est pas simplement commander des sillons et rouler, c'est déjà s'assurer que son matériel roulant est compatible avec l'infrastructure. Donc il y a tout un ensemble d'étapes qu'on peut décrire assez brièvement, mais qui sont intéressantes à mettre en avant, parce qu'on est loin d'être dans un parcours simple. Quand une entreprise ferroviaire vient pour faire des services librement organisés, avant de pouvoir commencer à accueillir son premier voyageur, il faut déjà qu'elle investisse dans du matériel roulant, qu'elle vérifie que son matériel roulant est compatible avec l'infrastructure, donc ce qui est un travail qui est à sa charge aujourd'hui. Les règles européennes font que c'est à présent aux entreprises ferroviaires qui circulent sur le réseau de s'assurer que leur matériel roulant est compatible sur les portions du réseau sur lesquelles elles souhaitent circuler, donc par rapport à des normes relatives aux ouvrages d'art, par rapport à la compatibilité de leur matériel roulant en termes aussi de signalisation embarquée. Donc il faut que le matériel roulant soit compatible. Donc le matériel roulant, c'est un certain coût qui est assez important, et c'est un actif difficilement reconfigurable, puisqu'en fait, sur chaque réseau européen, les spécificités liées à la circulation sont assez, encore aujourd'hui, propres à chaque pays. Il y a des normes européennes qui se développent, c'est ce qu'on appelle le système ERTMS, mais malgré tout, sur une grande partie du réseau, aujourd'hui, pour pouvoir circuler en France ou dans d'autres pays européens, il faut être équipé des systèmes qui permettent d'assurer une communication entre le train et la signalisation sur l'infrastructure.
pour pouvoir circuler et être autorisé tout simplement à circuler sur le réseau. Donc avant même d'accéder à l'infrastructure, voilà, il faut avoir des matériels roulants compatibles, s'assurer qu'ils le sont et pas trop se tromper finalement dans son business plan, si je veux dire de manière un peu directe, parce que un train acheté ne peut pas être réutilisé facilement dans un autre pays européen. Un acteur européen qui souhaiterait circuler en France, il va acheter du matériel spécifique pour la France. Donc ça, c'est un premier point, donc, qui est je dirais la première étape d'accès à l'infrastructure. Pour les services conventionnés, c'est un peu différent, mais ça peut quand même rejoindre ce point-là, puisque dès lors qu'une entreprise ferroviaire candidate dans le cas d'un appel d'offres et qu'elle le remporte, il y a plusieurs cas possibles. Soit effectivement, elle va réutiliser des matériels roulants qui étaient jusqu'à présent exploités par SNCF. Ces matériels roulants ayant souvent été financés largement par les régions. Il est prévu que les régions les récupèrent comme des biens de retour et puissent les affecter au nouvel exploitant. Mais on peut être aussi sur des concessions où il va y avoir un renouvellement de matériel roulant et où d'ailleurs l'autorité organisatrice des transports peut prévoir que c'est au nouvel entrant d'acheter le matériel roulant sur la base d'un cahier des charges qui sera fixé par la région. Donc là aussi, on peut avoir des sujets de compatibilité, des sujets d'accès à un marché du matériel roulant, qui n'est pas un marché simple non plus, hein, il n'y a pas pléthore de constructeurs. Il faut aussi pouvoir accéder dans des conditions. Si vous achetez du matériel roulant pour des petits lots ouverts à la concurrence, vous n'aurez pas forcément le même effet, la même possibilité d'avoir les mêmes tarifs, hein, tout simplement, d'achat du matériel roulant que pour un acteur qui va acheter du matériel en masse. Donc, ce qu'on a observé d'ailleurs à ce titre, hein, dans les pays qui ont ouvert à la concurrence, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, c'est que se développe en fait un marché du leasing, hein, du matériel roulant, voire un marché de seconde main, pour pouvoir fluidifier justement la circulation, si je puis dire, sur ce marché de l'achat du matériel roulant, qui est aujourd'hui encore en France un marché assez figé. On le voit quand on regarde le fret, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans le fret, on est dans un marché où les entreprises ferroviaires ont le choix entre acheter ou louer. Et notamment, quand on regarde le marché des wagons, on est sur un marché en fait, essentiellement de location. Donc, sur des marchés plus matures, la concurrence s'organise. Et sur le marché amont de la fourniture de matériel roulant, aujourd'hui, sur le marché de la fourniture de matériel roulant voyageur, on est encore sur des débuts, des balbutiements. Mais effectivement, ça peut s'organiser. Alors, une fois qu'on a le matériel roulant, il faut commander des sillons. Donc là, c'est une aventure qui commence en théorie quelques années avant le fait de rouler effectivement, puisque en théorie, à partir de 4 ans avant les circulations, vous pouvez commencer à exprimer des besoins. En fait, aujourd'hui, SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, ouvre des discussions, on va les appeler comme ça, un processus de coordination préalable à la commande effective de sillons, qui s'appelle la préconstruction. Et là, chaque acteur ferroviaire va exprimer des besoins que SNCF Réseau va collecter. Et SNCF Réseau va construire à partir de ces besoins une trame type de sillons qui va lui permettre de construire un catalogue de sillons. Donc, il n'y a aucun processus d'attribution. C'est un processus où chacun exprime ses besoins, où SNCF Réseau va essayer de développer à partir de cette expression de besoin la meilleure réponse possible qui puisse satisfaire tout le monde. Alors, parfois, ça ne satisfait personne parce que SNCF Réseau fait des compromis. Donc, parfois, les compromis ne conviennent pas à tout le monde. Et ça permet aussi à SNCF Réseau d'identifier de manière préalable s'il va y avoir des parties du réseau qui peuvent être potentiellement saturées ou pas. Puis une fois que ça c'est effectué, 2 ans avant la circulation effective, commence le processus de commande effective de sillons, avec des allers-retours entre les demandeurs et SNCF Réseau. Donc là, tout le monde est logé à la même enseigne, hein, que ce soit SNCF Voyageurs, Fret SNCF, Tello aujourd'hui, Eurostar, Thalys, les entreprises de fret, des acteurs, hein, qui entrent sur le marché, notamment des services librement organisés comme Trenitalia aussi avec TGV Zefiro. Donc tous ces acteurs sont rentrés dans le processus de commande et se sont vus attribuer ce qu'on appelle des sillons fermes pour pouvoir circuler sur le réseau. Donc là, les sillons fermes pour 2021 sont déjà affectés. Après, c'est un peu compliqué parce que comme les sillons sont affectés longtemps à l'avance,
des entreprises qui peuvent avoir des besoins tardifs, comme les entreprises de fret par exemple, peuvent avoir besoin de commander en cours de route des sillons additionnels ou de modifier des sillons en fonction des besoins de leurs clients chargeurs. Donc ça, c'est une spécificité, c'est-à-dire que la nature des besoins des entreprises ferroviaires n'est pas la même suivant qu'on est dans le voyageur, où on est sur des choses plutôt très prévisibles, très planifiées à l'avance, ou dans le fret, on est dans des choses qui peuvent être moins planifiables, moins prévisibles. Donc c'est toute la difficulté d'ailleurs de la concurrence rail-road, c'est que finalement l'agilité du fret ferroviaire pour répondre à la demande des chargeurs dépend aussi de l'agilité du gestionnaire d'infrastructure à fournir les bons sillons au bon moment pour les entreprises ferroviaires de fret. Donc ça c'est un vrai sujet. La qualité de service fournie par le gestionnaire d'infrastructure pour les sillons est un sujet majeur pour le fret ferroviaire en France. Donc ça, c'est le processus de commande, qui est un processus itératif qui ne va pas de soi parce qu'une entreprise ferroviaire, pour pouvoir commander des sillons, il lui faut du personnel compétent pour pouvoir les commander, interagir avec SNCF Réseau, parce qu'effectivement, l'attribution peut du premier coup ne pas être la bonne, et derrière, il faut engager un dialogue. Donc il faut avoir des ressources humaines, côté des compétences, côté opérateur ferroviaire, pour être en capacité d'avoir ce dialogue industriel avec SNCF Réseau. Alors c'est un certain coût et un certain entretien des compétences également. Et puis, une fois que vous avez vos sillons, vous circulez. Mais la circulation peut aussi ne pas être exempte d'incidents ou de problèmes. Et là, derrière, on rentre dans ce qu'on appelle le processus de gestion opérationnelle des circulations, qui est un processus qui peut s'avérer complexe dès lors qu'on est dans le cadre d'incidents d'exploitation, de retard. Et là, c'est au gestionnaire d'infrastructure de remettre en place les circulations, de gérer des priorités selon les règles établies dans le document de référence du réseau, qui est le document qui contient toutes les règles qui s'appliquent à toutes les entreprises ferroviaires pour circuler sur le réseau. Et là aussi, ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a le quotidien, les travaux par exemple, qui sont un gros sujet. Les travaux qui peuvent à la fois évidemment capter de la capacité et empêcher la commande de certaines capacités. Et puis derrière, il y a la vie réelle des travaux qui peut être un peu différente de ce qui avait été planifié. Donc ça affecte notamment les circulations de nuit, comme le fret ou les trains de nuit. Ça, c'est un vrai sujet parce que si les travaux ne sont pas terminés à temps, ça peut détruire un certain nombre de circulations qui ne sont pas reportables. Donc, ça peut créer des trains de fret qui ne peuvent pas délivrer leurs marchandises ou des trains de nuit qui ne peuvent pas circuler. Donc ça, c'est... voilà. Donc l'accès à l'infrastructure au rail n'est pas un long fleuve tranquille. Et quand on a parlé de l'accès au rail, on n'a toujours pas parlé de l'accès aux installations de service. Donc là aussi, il y a une problématique d'accès aux gares. Donc là aussi, il existe un document de référence des gares qui précise les règles et les tarifs d'accès aux services en gare. Donc aujourd'hui, on est dans un schéma où le cadre législatif français a posé qu'il y avait un gestionnaire unique des gares qui est SNCF Gares et Connexions, aujourd'hui filiale de SNCF Réseau, et qui a pour rôle de coordonner l'ensemble de la fourniture des services régulés dans les gares françaises et de proposer un tarif qui est soumis à l'avis conforme du régulateur. Donc, après, dans la pratique, c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'en réalité, beaucoup de gares sont exploitées dans un mode dit transporteur-intégrateur, c'est-à-dire c'est l'entreprise ferroviaire qui est la principale utilisatrice de la gare et souvent, pour un grand nombre de gares, la seule utilisatrice, qui va en fait fournir les services d'information locale, d'accueil des voyageurs dans cette gare. Et c'est assez logique parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir un gestionnaire des gares qui aurait du personnel dans les 3000 gares françaises. Donc le gestionnaire des gares, SNCF Gares et Connexions, concentre plutôt ses effectifs dans les très grandes gares. Mais il a un rôle de coordination de l'ensemble de l'offre de services en gare sur l'ensemble des 3000 gares du territoire. Donc il y a une articulation à créer et à entretenir entre le gestionnaire des gares uniques et les entités qui fournissent effectivement des services dans les gares, de manière à ce que dans des gares qui accueillent plusieurs transporteurs conventionnés, demain on peut imaginer des gares qui vont accueillir SNCF Voyageurs, TER et Transdev, il faut que le personnel en charge de la fourniture des services dans les gares se comporte avec l'un ou avec l'autre d'une manière totalement non discriminatoire et qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre.
Mais on peut être dans un schéma où ce serait du personnel de SNCF Voyageurs ou du personnel de Transdev, pourquoi pas, qui fournirait les services en gare pour le compte de l'ensemble des utilisateurs de cette gare. L'accès aux voies de service, alors ça paraît simple comme ça, mais pour pouvoir faire rouler des trains, il faut pouvoir les garer aussi. Donc il faut pouvoir accéder à des voies de service qui sont des voies de garage, des voies de formation des trains. Donc ça, c'est une denrée rare et difficilement réplicable. Donc là aussi, on est dans un monopole naturel parce que construire des voies de service, c'est compliqué. Il faut trouver des longueurs de voies qui permettent de garer des trains qui font entre 150 et 400 mètres quand on parle des TGV. Et il en faut suffisamment pour pouvoir manœuvrer, former les trains. Et ça aussi, c'est une problématique complexe qui nécessite aussi d'avoir une bonne cartographie de l'ensemble des installations. Aujourd'hui, c'est pas normal, mais c'est quelque chose sur lequel le régulateur veille. Il n'existait pas une cartographie très claire aujourd'hui de où sont situées toutes les voies de service. Il y a une connaissance locale de cette problématique, mais on n'est pas encore dans un monde où, en allant sur Internet, sur le site de SNCF Réseau, on va voir la cartographie de toutes les voies de service ferroviaires pour garer ces trains. On pourrait imaginer que c'est une ambition qui pourrait être accessible et qui amènerait quelque chose d'extrêmement important quand on parle de l'accès aux infrastructures, c'est la transparence nécessaire pour que tout le monde ait la même information et connaisse aussi la disponibilité de ces installations. L'accès au centre de maintenance, vous en avez parlé aussi, et j'imagine que Laurence pourra le développer. Voilà, l'accès au centre de maintenance, c'est un sujet important. Alors, on est sur des installations un peu différentes parce que dans le monde ferroviaire, les entreprises ferroviaires, et je pense que Claude ne me contredira pas, les entreprises ferroviaires souhaitent effectivement le plus possible maîtriser leur maintenance parce que c'est un peu le nerf de la guerre. La maîtrise de la maintenance est liée très fortement à la qualité de l'exploitation ferroviaire et au fait de pouvoir finalement avoir le moins de parcs indisponibles par rapport au parc total. Mais pour certains cas, notamment pour le cas des services librement organisés, où les coûts d'entrée sont très chers et où la taille critique peut être plus difficile à atteindre, il est important de pouvoir garantir malgré tout un accès, même temporaire, à des installations de maintenance, notamment pour l'accès à des installations coûteuses et difficilement réplicables. Des installations, alors je vais jargonner un peu, mais le tour en fosse, par exemple, c'est ce qui permet de remettre les roues rondes lorsqu'elles ont été déformées par le passage sur l'infrastructure. C'est des équipements extrêmement coûteux qui nécessitent des investissements lourds et difficilement amortissables. Et donc là, c'est un accès qui doit pouvoir être fourni par toutes les entités qui sont en capacité de le fournir. Donc effectivement, les entreprises ferroviaires souhaitent plutôt disposer de leurs propres installations, mais dans le cadre finalement d'un raisonnement en échelle d'investissement et dans le cadre d'une montée en puissance, l'accès à ce type d'installation peut représenter un enjeu important pour abaisser là aussi une barrière importante à l'entrée. Quand on parle d'un centre de maintenance, on est sur des montants qui peuvent varier entre une dizaine jusqu'à, pour des très grandes installations, une centaine de millions d'euros. Donc c'est des montants importants qui peuvent aussi dissuader des investisseurs s'il n'y a pas une pente d'accès au marché qui permet effectivement de gérer une montée en puissance pour un opérateur en service librement organisé. Donc de nombreux sujets. Je pense qu'on pourrait poursuivre encore très longtemps, mais je vais plutôt laisser la place à mes collègues et puis aux questions éventuelles que vous aurez sur le sujet. Merci beaucoup pour cette entrée en matière qui effectivement permet de clarifier beaucoup de choses. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les outils du régulateur, mais peut-être qu'avant de parler des outils du régulateur, on va parler du point de vue des opérateurs, qu'ils soient historiques ou nouveaux entrants. Et donc je passe la parole tout de suite à Laurence Daziano qui va nous expliquer que en fait, la SNCF Mobilité a en fait une caractéristique un peu hybride dans la question de l'accès aux infrastructures. Bonjour, merci. Déjà, je voulais vous remercier pour votre invitation, puisque c'est la première fois que j'interviens dans le cadre de la chaire et que je suis par ailleurs très contente de pouvoir animer cette chaire pour SNCF Voyageurs. Pour revenir sur ce qui a été dit justement sur la place de SNCF Voyageurs, je voulais qu'on soit bien clair sur le fait que depuis le 1er janvier 2020, le groupe SNCF a été réorganisé avec une holding et 5 filiales.
et que pour ma part, je suis la directrice de la régulation de SNCF Voyageurs et que donc je ne peux m'exprimer qu'au nom de l'entité Voyageurs. Et je ne pourrais pas m'exprimer au nom ni du groupe ni des autres entités. Alors, ces éléments étant posés, effectivement, je vais vous parler de l'accès aux installations dont dispose SNCF Voyageurs, que sont, comme l'a souligné Olivier Salès, les installations dites d'entretien, de maintenance. Alors moi aussi, je vais jargonner un petit peu. On appelle ça les technicentres en langage SNCF. Donc, je vous parlerai de technicentres, mais en vrai français ou en français des directives, ça s'appelle les centres d'entretien. Il s'avère que nos technicentres sont ouverts à la concurrence depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Comme on l'a souligné, ça a commencé avec les EF Fret et puis ça continue puisque Tello accède déjà depuis quelques années à nos installations. Alors dans mon propos, je vais vous parler d'EF. Alors EF, c'est les entreprises ferroviaires. Je vais vous parler d'IS, qui sont les installations de services. Et puis, je vais vous parler de ORM. Alors, l'ORM, c'est l'offre de référence de maintenance. C'est l'équivalent du DRR ou du DRG pour les installations des technicentres, pour les installations de maintenance. Alors, comme après, je sais que je vais me passionner pour le sujet, je vous préviens tout de suite, si jamais il y a un acronyme que je n'ai pas cité et que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire. Je vais axer mon propos en 4 grandes parties. Première partie sur les conditions d'accès à nos installations. Deuxième partie sur l'accès aux installations de maintenance que je vais appeler pure ou pour maintenance propre, c'est-à-dire quand une EF vient sur les installations de SNCF mais réalise elle-même ses services de maintenance ou demande à son sous-traitant de les réaliser. Ensuite, je vous parlerai de l'accès à nos installations, mais pour que ce soit SNCF Voyageurs qui réalise les services de maintenance. Puis je conclurai par deux, trois services dont je voudrais parler. Alors, premier point, quelles sont les conditions d'accès aux technicentres de la SNCF ? Comme pour toute infrastructure, vous avez une contractualisation. Il y a un guichet pour les entreprises ferroviaires qui souhaitent accéder à nos infrastructures. C'est la plateforme de services aux entreprises ferroviaires, la PSEF, qui, pour des raisons historiques et de réforme, est aujourd'hui une entité de SNCF Réseau. Donc c'est elle qui fait le lien entre les EF qui souhaitent accéder aux installations de maintenance de SNCF Voyageurs et SNCF Voyageurs. C'est elle qui s'assure de la contractualisation et c'est elle également qui s'assure que le bon de commande est bien passé parce que pour accéder aux installations, non seulement il faut contractualiser, il y a des questions, je ne reviendrai pas dessus, mais notamment des questions de sécurité. Et puis, il faut également passer commande, qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut réaliser ces prestations ou à quel ISM, installation de service de maintenance, on veut accéder. Donc c'est un genre d'intermédiaire. Et une fois qu'on est passé par cet intermédiaire, il y a l'accès à nos installations. Alors mon deuxième point, c'est quand on demande l'accès pour réaliser sa maintenance soi-même, c'est-à-dire un accès pur aux installations, simplement rentrer sur une installation SNCF, ça s'appelle de la coactivité. Alors, il y a accès aussi bien aux installations extérieures, aux installations intérieures et à certaines prestations logistiques. Donc, je vais vous parler de ces trois possibilités. Alors, les installations de services extérieurs, c'est pour toutes les opérations qui permettent le maintien du matériel roulant en condition dans leur service. Ça comprend l'accès aux voies, donc des voies qui sont en extérieur. Ça peut être en général, sont des voies de terre-plein, une longueur différente. Ça peut être aussi, certaines sont des voies sur fosse. Il y a également l'accès qui est à ce qu'on appelle au stock dit chariot, c'est-à-dire tous les produits consommables qui sont au bord des voies. Alors ça va être l'huile, les liquides, la visserie, les filtres, les chiffons de nettoyage, le liquide de la vitre. En tout, il y a plus de 500 références qui sont mises à disposition. Et puis là, c'est pour réaliser
ces opérations de maintenance qui sont en maintien en exploitation. Donc ça va être le nettoyage, alors le nettoyage externe, la machine à laver. Ça va être toutes les vérifications ou les diagnostics rapides et simples. Il y a également sur certaines installations des passerelles, ce qu'on appelle des passerelles de visite de toiture. En fait, ce sont des passerelles qui permettent de regarder le haut des trains et de faire une inspection visuelle. Et puis, il peut y avoir des interventions très ponctuelles et très courte durée. Il peut y avoir aussi un accès aux installations intérieures. Alors, les installations intérieures, c'est les voies, mais il y a un peu plus de matériel, enfin, de compléments au-delà des passerelles de visite de toiture. Donc, il y a l'accès aux voies, l'accès à toutes ces installations. Les installations elles-mêmes, c'est-à-dire au-delà des passerelles, il y a des ponts roulants, il y a des vérins, ce sont des installations qui sont assez sensibles. La manœuvre de ces installations reste réalisée par des personnels SNCF, essentiellement pour des raisons de coordination et de sécurité. Là aussi, vous avez l'accès au fameux chariot de stock de pièces consommables de 500 références. Et là, sur les voies intérieures auxquelles il y a accès, vous pouvez avoir des prestations, vous pouvez faire des services de maintenance qui sont un peu plus poussés, des vérifications, des diagnostics qui sont un peu plus poussés parce que vous avez un peu plus de matériel à disposition. Vous pouvez même faire des échanges rapides d'organes remplaçables. Vous avez les visites de toiture, puis des interventions qui vont être de courte durée. Dans l'accès pour faire la maintenance pour soi-même, il y a également l'accès à tout ce qui va être prestations logistiques. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est quand même très important, notamment tout ce qui est accès aux compléments de sable, parce que vous savez que c'est très important. Tout ce qui est la liquide, la vitre, le refroidissement, les huiles moteurs, enfin toutes ces petites choses qui font qu'un train peut quand même rouler en toute sécurité. Donc voilà, donc il y a cet accès qui est garanti dans des conditions avec des tarifs pour l'utilisation de chaque installation de service. Il peut y avoir aussi, alors c'est moins le cas, mais ça peut arriver, que les entreprises ferroviaires demandent à SNCF de réaliser les opérations de maintenance. Donc dans ces cas-là, la contractualisation, elle porte à la fois sur l'accès et la réalisation de la prestation de maintenance. Alors, dans les prestations de maintenance qui peuvent être faites, il y a la maintenance préventive, la maintenance corrective. La maintenance préventive, elle va être réalisée selon la demande de l'EF. La maintenance corrective, là, elle est réalisée quand il y a la défaillance d'une pièce, que cette défaillance soit partielle ou totale. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les prestations de maintenance qu'on peut réaliser. Alors, selon les niveaux de maintenance, et les plus fréquents aujourd'hui sont les niveaux 2 et 3. Alors là aussi, je jargonne un petit peu, mais vous devez savoir qu'il y a 5 niveaux de maintenance. Les plus courants qui sont demandés aujourd'hui étant des niveaux 2 et 3, qui sont pour la maintenance qu'on appelle aussi la maintenance légère, c'est-à-dire la maintenance qui permet de faire rouler les rames en conditions normales. Alors, il va y avoir... Alors, qu'est-ce que peut faire la SNCF dans ce cas donc, SNCF Voyageurs peut contrôler tout ce qui va être les codes d'usure, donc le pantographe, le frein. On peut aussi contrôler les filtres à air, tout ce qui va être les examens rapides sur les essieux, les bogies. Et puis tout ce qui va être test assez rapide sur l'éclairage, la climatisation, le chauffage. Ça, c'est en niveau 2. Si on passe en niveau 3, on peut approfondir ces contrôles. Donc vraiment là, c'est le contrôle de la performance des organes. Pareil, tout ce qui va être freinage, équipement de sécurité, le réglage des portes, très important pour le voyageur. Ce qu'a évoqué Olivier Salès et qui est très important et qui est une des prestations très demandées, c'est le reprofilage des essieux en tour en fosse, puisque un tour en fosse, c'est effectivement plusieurs millions d'euros et que c'est donc une installation qu'il faut aussi rentabiliser. Donc plus il y a de passages, plus ça baisse le tarif pour l'ensemble des utilisateurs. Et puis, il peut y avoir des échanges de pièces réparables du matériel, ce qu'on appelle des PRM.
Parmi les deux autres points que je voulais mentionner dans les accès qui sont donnés aux EF tierces sur nos installations, je voulais mentionner la prise en charge du matériel roulant et les pièces du matériel. Quand une EF arrive à accès à un centre de maintenance de SNCF Voyageurs, il y a 3 possibilités pour accéder concrètement au site quand le matériel roulant, si je prends l'exemple d'une locomotive qui arrive pour faire un reprofilage en tour en fosse, il y a 3 possibilités. Ou bien le véhicule continue d'être conduit par l'agent de l'EF et à ce moment-là, il est piloté sur le site par des agents SNCF parce que il y a de la coordination, il y a des installations de sécurité, enfin voilà. Donc, il y a un pilotage, mais le matériel roulant reste conduit par l'agent de l'entreprise. Il peut y avoir aussi la mise en véhicule du matériel roulant, c'est-à-dire qu'on le remorque, donc on le met en véhicule, et à ce moment-là, c'est SNCF qui va le remorquer, le faire passer dans le technicentre d'une installation à une autre, selon les opérations de maintenance qu'il a à faire. Et puis, nous avons également introduit la possibilité pour les agents SNCF de conduire les matériels roulants de nos concurrents. Alors, il faut bien sûr que la condition, ce soit que nos agents soient formés à ces matériels roulants. Et c'est pour ça que dans notre ORM, donc dans le document de référence des prestations de maintenance, on a fait une annexe qui montre que par technicentre, quelles sont les habilitations de nos agents de manière à faciliter aux EF le fait de savoir que si elles viennent sur tel centre, elles savent qu'elles peuvent laisser leur matériel roulant. Il pourra être pris en charge par des agents SNCF. Et le deuxième point que je voulais mentionner aussi, c'était sur les pièces, parce qu'il n'y a pas de maintenance s'il n'y a pas de pièces. SNCF Voyageurs fournit les pièces qu'on appelle les pièces consommables. Pièces consommables, c'est celles qu'on remplace et qu'on jette. Et elle assure également à la fois la révision et la réparation des pièces plus lourdes, ce qu'on appelle les PRM, les pièces réparables du matériel. Donc ça, ce sont des choses qu'on a introduites au fur et à mesure. Il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, mais on a grandi aussi avec le marché et avec l'arrivée de la concurrence. Voilà, c'était sur ce point que je voulais terminer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurence Daziano. Ça nous permet effectivement de voir à quel point l'organisation de la concurrence est une question extrêmement complexe avec de multiples ramifications et comme on dit, le diable est dans les détails. Et alors, je passe maintenant la parole à Monsieur Steinmetz. Alors, en tant que nouvel entrant, comment voyez-vous cette phase d'entrée, d'organisation du marché et d'accès aux infrastructures, donc soit opérée directement par le gestionnaire de réseau, soit opérée par vos concurrents entreprises installées qui ont par exemple effectivement des centres de maintenance, etc. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, Transdev, en un mot simplement, c'est donc un groupe de transport que vous voyez en France faire de la route, mais également un peu de ferroviaire. Au-delà de ça, le ferroviaire pour Transdev, c'est 10% de son chiffre d'affaires, soit environ 700 millions d'euros. Et nous sommes le deuxième opérateur derrière la Deutsche Bahn en Allemagne et présent dans 5 pays. Donc un vrai savoir-faire. Pour simplifier, on pourrait dire qu'on exploite l'équivalent de plusieurs régions françaises si on veut faire une comparaison sur la France. Donc un savoir-faire qui existe, mais c'est vrai qu'en France, même si nous exploitons 5 petites exploitations sur le réseau ferré national ou en dehors, nous sommes ce qu'on appelle un nouveau entrant par rapport à l'opérateur historique, que je ne vais pas qualifier d'opérateur sortant, évidemment. Cela dit, le nouvel entrant a une priorité avant tout, le client. Le client et sa satisfaction. Notre intérêt, c'est celui-ci, c'est que les régions soient satisfaites de l'exploitation faite par l'opérateur
et qu'il n'y ait pas de remontée négative de la clientèle du quotidien, donc notamment des pendulaires. Pourquoi ? Parce que le transport régional, c'est le transport, pour une grande part, par des gens qui vont le matin au travail et qui rentrent le soir. Donc avec des obligations de résultats qui sont fortes, notamment en termes d'horaire. Pour ce faire, nous considérons que nous avons 3 leviers de performance. 3 leviers de performance qui sont, quels que soient les pays, toujours les mêmes. Le premier levier de performance, c'est les hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes, et j'allais dire, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, avec une politique de management peut-être différente de celle qui peut être opérée aujourd'hui en France, donc un management de proximité. C'est là la grande différence déjà pour ce qui est des hommes. Pour ce qui est du matériel, on l'a dit tout à l'heure, le matériel c'est fondamental, hein. Il faut 3 éléments pour pouvoir faire rouler un train, des hommes, du matériel et l'infrastructure. Du matériel, mais il faut du matériel qui soit bien entretenu, du matériel qui ait du 0 défaut en exploitation. Donc ça suppose une maintenance prédictive, ça suppose probablement que le matériel soit entretenu quand on n'en a pas besoin sur les voies, donc plutôt de nuit ou en heure creuse. Donc c'est toute une organisation. Et puis il nous faut une infrastructure. Alors une infrastructure, c'est déjà l'infrastructure en tant que telle, donc le réseau, et au-delà, les installations de services. Alors les installations de services, elles sont nombreuses, hein. C'est effectivement les centres de maintenance, c'est les sites de remisage, c'est l'infrastructure pour la mise en place du matériel. Et puis, je pense qu'en la matière, il nous faut beaucoup et mettre en place beaucoup de clés, d'indicateurs de performance qui aujourd'hui font peut-être un peu défaut. Il faut également beaucoup de coordination. De coordination, pourquoi ? Parce qu'on va être plusieurs acteurs. Tant qu'il n'y avait qu'un seul opérateur, même s'il y a effectivement les opérateurs de fret, mais en fait, il y a un gros major en France qui est la SNCF, la coordination, elle se faisait entre la SNCF et ses différentes branches. Demain, c'est bien des entités différentes avec des problématiques différentes. Sachant que pour le nouvel entrant, il y a des vraies barrières à l'entrée. Il ne faut pas se le cacher, à un tel point qu'aujourd'hui, il y a peu de nouveaux entrants déclarés sur le territoire national. Pourquoi ? Parce que aller sur le territoire national, ouvrir le marché ferroviaire, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher pour toute entreprise. C'est peut-être anecdotique, mais pas pour des petites PME en tout cas. Déjà, il y a, on va dire, une réglementation. Donc, il faut la licence ferroviaire. Il faut poser donc sur la table 1,5 million. Ça peut être une barrière à l'entrée quand il y a peu de marché, notamment quand on a un open access. Il faut un certificat de sécurité. Pour obtenir la licence et le certificat de sécurité, il faut 12 mois. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut créer une entreprise ferroviaire, une EF, comme cela a été dit. Nous sommes dans du délai long. Et par ailleurs, il faut contractualiser avec l'infrastructure, mais bon, ça, c'est plus anecdotique. L'autre point, c'est l'argent. Très honnêtement, aujourd'hui, le coût de l'infrastructure est élevé en France. Il est plus élevé que dans les autres pays. Il représente 32% des revenus des EF. Donc c'est un coût qui est lourd. Pour parler en euros, pour que vous compreniez mieux, en Allemagne, le coût de l'infrastructure, c'est 8,2 €. En France, c'est 10,4 €. On trouve déjà 2 € de différence. Ce n'est pas du simple au double, comme sur d'autres... Mais en tout cas, c'est déjà des éléments à prendre en compte. Et puis derrière, après, il faut que l'infrastructure, pour comparer les choses, soit aussi performante que dans les autres pays. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. On a une vraie difficulté en France, c'est l'état de l'infrastructure. Et l'état de l'infrastructure, on va le voir, va péjorer la qualité de service rendue à l'usager du quotidien. Donc il va falloir effectivement avoir des relations fortes entre les différents acteurs pour que les défauts d'infrastructure n'apparaissent pas dans la production du quotidien. C'est un point fondamental. Et pour ce faire,
faut réussir à convaincre les nouveaux entrants qu'ils ont intérêt à venir sur le territoire national. Aujourd'hui, on a un nouvel entrant qui a renoncé à venir sur le territoire national. Du coup, de l'infrastructure, c'est ce qu'il a mis en avant, c'est Flixtrain. Donc vous voyez que c'est une problématique et que ce n'est pas évident que tout le monde va se précipiter pour opérer sur le territoire national. Aujourd'hui, Transdev est un acteur majeur, filiale de la Caisse des dépôts, avec un acteur Reitman, donc allemand, qui est également au capital, qui a la capacité financière pour se lancer sur le territoire national. Donc nous sommes un opérateur déclaré. Il y a un autre opérateur déclaré, la RATP. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune start-up. C'est que des gros majors qui peuvent se lancer sur le territoire. On a parlé tout à l'heure également donc, de Arriva. Arriva, c'est une filiale de la Deutsche Bahn. Tello, c'est une filiale de Trenitalia. Voilà aujourd'hui quels sont les acteurs qui viennent sur le territoire. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, techniquement, c'est complexe. Financièrement, c'est déjà pas évident, mais techniquement, c'est complexe. Il faut avoir un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire au quotidien pour gérer, mais également pour instruire les dossiers. Sur une infrastructure en mauvais état, puisque ça a été le règne du tout TGV. Et donc aujourd'hui, c'est le règne, j'allais dire, du tout travaux. Ce qui pose des vraies difficultés pour les entreprises de fret, mais également pour les entreprises de voyageurs. Vous prenez une entreprise comme Tello, qui a voulu faire des trains de nuit. Aujourd'hui, les trains de nuit sont suspendus pour deux raisons. Il y a d'une part l'effet Covid, évidemment, qui a un impact lourd, mais ils ont dû également faire face à des vraies difficultés, liées à l'infrastructure. L'infrastructure qui n'était pas disponible. Ça veut dire que les trains étaient désertés. Même s'ils avaient acheté des sillons, donc des droits de passage, pour parler plus simplement, les droits de passage, le moment venu, comme ils sont commandés longtemps à l'avance, n'étaient pas disponibles. Donc les gens n'arrivent pas à l'heure. Effectivement, ils partaient de Venise pour arriver à Paris, ils n'arrivaient pas à l'heure à Paris. Donc, comme c'est une destination un peu romantique, on va dire, c'était moins grave que pour des destinations plus professionnelles, il n'en reste pas moins que ça peut être un vrai sujet. Donc ça, c'est une difficulté, et ça suppose vraiment, je pense, de la transparence entre les acteurs et de la compréhension de part et d'autre. Il faut qu'aujourd'hui, les entreprises ferroviaires travaillent ensemble, travaillent avec SNCF Réseau, travaillent avec les autorités de contrôle que sont l'ERA, le PSF, travaillent avec SNCF Mobilité, qui est un acteur majeur incontournable. Et aujourd'hui, les nouveaux entrants ne sont pas là pour faire du SNCF bashing. On est tous conscients que sans la SNCF, le système ferroviaire s'effondre. Donc on est là pour effectivement faire une ouverture raisonnée, comme ça a pu être fait en Allemagne, ou sur l'infrastructure, ça n'a pas été simple non plus. Il ne faut pas croire qu'en Allemagne, ça a été du grand bonheur du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'Allemagne et l'histoire, la belle histoire qu'on raconte, c'est quand même 25 ans d'ouverture du marché ferroviaire derrière. Donc entre 1994 et aujourd'hui, il s'est passé quelques années. Il y a eu des différends qui ont été réglés, des arbitrages qui ont été donnés. Tout ça, ça nous attend pour demain. On le sait, mais ce qu'on souhaiterait en tant que nouvel entrant, c'est que les barrières structurelles, j'allais dire qui sont donc non souhaitées, non délibérées, ne viennent pas se mettre en plus des barrières stratégiques, parce qu'effectivement, il peut très bien y avoir des intérêts forts de l'opérateur historique de ne pas faciliter la vie aux nouveaux entrants. Très clairement, il y a des parts de marché. Automatiquement, quand vous êtes en situation de monopole, s'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, vos parts de marché ne peuvent que baisser. Mais nous, on met en avant, oui, la part de marché peut baisser, mais d'un autre côté, il peut y avoir une nouvelle dynamique, parce qu'on peut produire moins cher, on peut produire mieux, et quelque part répondre à l'attente de la population, répondre à l'attente des régions qui sont quand même, on aurait pu aujourd'hui avoir d'ailleurs un président de région
autour de table, qui sont aujourd'hui un peu fatigués de ne pas avoir la qualité de service attendue. Et ils considèrent que, et c'est le cas de plusieurs régions en France, qu'ils ouvrent le marché ferroviaire, notamment pas forcément parce qu'on sera moins cher, mais parce qu'on produira mieux. Ils pensent qu'on sera l'aiguillon nécessaire pour produire mieux et pour que la SNCF produise mieux. D'ailleurs, la SNCF produit de mieux en mieux, très clairement. Mais il n'en reste pas moins que les appels d'offres sont ouverts. La région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a donc lancé une ouverture de marché ferroviaire avec des vrais sujets d'infrastructure. Hein. Sur le Marseille-Nice, l'infrastructure est ce qu'elle est aujourd'hui. Et sur ce qu'on appelle l'étoile de Nice, qui est le deuxième lot, l'infrastructure est saturée. Donc là aussi, pour un nouvel entrant, quand l'infrastructure est vieillissante et quand l'infrastructure est saturée, faire des sauts de performance, ben oui, ça peut être sur le matériel, ça peut être, oui, en challengeant différemment SNCF Réseau. Et pour moi, très clairement, et c'est une des questions qui m'a été posée par Région Sud, c'est comment vous allez être différenciant avec tout ce qui est l'infrastructure. Ben, j'ai dit, c'est très simple, on va challenger SNCF Réseau et le monde de l'entre-soi va être fini. Aujourd'hui, quand on est un cadre dirigeant à la SNCF, ben on passe quelques années à SNCF Réseau, puis quelques années, pourquoi pas, SNCF Mobilité. Nous ne sommes pas du tout dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique où SNCF Réseau doit délivrer. Et si SNCF Réseau ne délivre pas ce qui a été convenu, SNCF Réseau doit être en capacité d'expliquer le pourquoi et, avec nous, de regarder comment, année après année, s'améliorer. Voilà, donc c'est vraiment le rôle d'aiguillon qu'on veut jouer. Je pense également que le secret de la réussite va être l'information donnée. Les données d'information sont fondamentales. Si on n'a pas des informations claires, transparentes, très honnêtement, les régions ne pourront pas faire des appels d'offres ouverts, les nouveaux entrants seront dans la difficulté et le système ne s'améliorera pas. Ce n'est pas le but. Nous sommes là pour tendre à l'amélioration du système et ce n'est pas le méchant capital face à la pauvre SNCF, puisque vous avez compris que nous sommes tous des groupes plutôt, j'allais dire, parapublics que des groupes privés qui sommes là uniquement mus par le souci de gagner notre vie. En fait, il y a quand même une problématique d'intérêt général, d'aménagement du territoire, et on considère d'ailleurs qu'on réfléchit de plus en plus en termes de mobilité et pas simplement faire rouler des trains. Pour nous, c'est faire rouler des trains au milieu de tout un ensemble. Quelque part, c'est la colonne vertébrale, mais il faut bien qu'il y ait des radiales qui ramènent les passagers sur ces trains pour que, pour la population, ce soit fluide et qu'ils puissent aller facilement d'un domicile à un lieu de travail, d'un lieu de travail à un lieu de loisir et rentrer aisément, sans difficulté, comme ça peut être le cas chez nos petits amis suisses où je me rends ce soir. Voilà. Merci beaucoup Claude Steinmetz d'avoir recadré effectivement ce contexte d'organisation de la concurrence. Il ne s'agit pas simplement de prendre des parts de marché, mais de développer en fait des marchés et d'améliorer globalement la qualité de service au public. Alors c'est vrai qu'on aurait pu inviter ce matin aussi SNCF Réseau ou RATP en tant que gestionnaire d'infrastructure, aussi un président de région. Mais nos petits déjeuners, on les organise avec 3 intervenants. Alors voilà, il en manque toujours un. Mais il y en aura d'autres, certainement, parce que c'est un sujet qui, comme on l'a vu, va rester un sujet de discussion pendant quelques années probablement. Alors cela étant, Olivier Salès, quels sont les outils du régulateur ? Parce que on voit bien qu'il y a des sujets quand même, c'est-à-dire que même s'il y a de la bonne volonté de la part d'un certain nombre d'opérateurs, il y a aussi des habitudes, il y a aussi des intérêts importants en jeu, il y a des questions pour l'opérateur historique, effectivement,
d'emploi, de volume d'activité, etc. Donc toutes ces questions-là, elles relèvent aussi enfin, elles conduisent en fait inévitablement à des comportements potentiellement stratégiques, enfin, ou en tous les cas à une forte, à des incitations à en avoir. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce que le régulateur peut faire dans cette phase d'ouverture du marché pour faire en sorte que la concurrence se passe aussi bien ou s'organise aussi bien que possible? Merci. Alors effectivement, c'est une question qui peut être répondue à deux niveaux, on va dire. Il y a peut-être reparler rapidement de la boîte à outils du régulateur, de quoi dispose-t-on pour réguler de manière effective, et puis peut-être essayer de rapidement expliquer c'est quoi la philosophie de la régulation au moment de l'ouverture à la concurrence. Alors la boîte à outils du régulateur, c'est que le législateur lui a donné à l'échelle européenne et transposé en droit national, c'est essentiellement un pouvoir d'avis sur la tarification de l'accès aux infrastructures et aux installations de services. Donc c'est un avis, on appelle un avis conforme en jargon juridique, c'est-à-dire c'est un avis contraignant. Donc SNCF Réseau, SNCF Voyageurs également pour les installations de services, SNCF Gare et Connexion pour les gares de voyageurs, nous soumettent tous les ans ou sur des périodes pluriannuelles, puisque maintenant SNCF Réseau soumet des tarifs pour 3 ans, nous fait une proposition tarifaire pour les différents services qui peuvent utiliser l'infrastructure ou accéder aux installations de services. Et les régulateurs vérifient finalement que ces tarifs respectent les dispositions prévues par les textes, c'est-à-dire qu'on est essentiellement dans des tarifs qui visent à couvrir des coûts. Donc on va instruire les coûts des différents opérateurs. Et puis, notamment pour l'accès à l'infrastructure, il y a la vérification finalement que le tarif proposé est soutenable pour, alors c'est du jargon économique là, mais pour les segments de marché du marché aval qui vont utiliser l'infrastructure. Donc c'est un travail donc organisé essentiellement autour de la régulation tarifaire pour ce qui concerne l'avis conforme, mais comme on l'a vu, les barrières ne sont pas que tarifaires, loin de là, elles sont aussi techniques. Donc sur les aspects techniques, le régulateur a un pouvoir moins large. On a un pouvoir dit d'avis simple, c'est-à-dire que tous les ans, on étudie les documents de référence d'accès à l'infrastructure, aux installations de services, et on soulève tout un ensemble de problématiques sur ce qui nous paraît finalement être des barrières à l'entrée, avec une vision très pragmatique. Je vais y revenir. Les autres pouvoirs dont on dispose, c'est la capacité pour les opérateurs ou les régions notamment, de nous saisir dans le cadre de règlements différents. Donc, lorsque les uns et les autres estiment qu'il y a un problème d'accès à l'infrastructure, un problème de discrimination sur les conditions d'accès, ou un problème par rapport aux données, effectivement, dans le cadre des appels d'offres régionaux, l'accès aux données pour pouvoir construire un cahier des charges et pouvoir répondre à un appel d'offres est un sujet central. Effectivement, le régulateur est compétent pour être saisi en règlement différent. Donc en juge de première instance, si je veux traduire. Et le régulateur peut enfin se saisir pour tout ce qui concerne les problématiques d'accès à l'infrastructure en cas de manquement. Donc on peut s'auto-saisir si on considère effectivement qu'il y a des manquements graves avérés dans les obligations en fait, d'accès que doit fournir SNCF Réseau ou SNCF Voyageurs ou tout autre gestionnaire d'installation de services. Alors, derrière tout ça, c'est quoi effectivement la philosophie d'intervention du régulateur? Si je voulais simplifier, elle est un peu sur 2 niveaux. D'abord, ce qui est important, et notamment pour faire en sorte que le marché français soit attractif, on parlait du fait que Flixtrain a renoncé à venir en France pour privilégier plutôt la Suède sur des services librement organisés. C'est parce qu'il faut qu'il y ait toutes les apparences de l'indépendance de SNCF Réseau en tant que gestionnaire de l'infrastructure, qu'il y ait une certaine confiance par rapport à l'accès possible, à la régulation tarifaire. Il faut qu'il y ait tout un environnement qui soit plutôt friendly que hostile pour que effectivement des entreprises qui investissent des sommes considérables puissent être sûres quelque part que cet investissement va rencontrer un modèle économique qui permettra tout simplement d'assurer leur pérennité. On parle même pas, on n'est pas dans un monde de fort profit. C'est ce que Claude Steinmetz expliquait, c'est-à-dire que on est déjà dans un monde où on essaye de pas trop perdre au départ et de raisonnablement pouvoir
fournir des services de qualité de manière pérenne. Donc c'est ça, hein, le monde ferroviaire. Le monde ferroviaire, c'est un monde où on ne fait pas des profits énormes. On peut en faire sur le long terme, mais ces profits visent finalement plus à permettre d'innover en service, à permettre de fournir une qualité de service accrue. Donc, premier pan, effectivement, le régulateur s'assure, hein, dans le cadre de ses prérogatives, que toutes les conditions de transparence et de non-discrimination sont bien là. Hein. C'est de la médecine préventive, la régulation. Hein. Donc, on s'assure qu'il y ait des offres de maintenance, qu'il y ait des offres d'accès à l'infrastructure, que les tarifs soient soutenables. Et puis derrière, il y a un travail qui est peut-être tout aussi important au moment de l'ouverture, c'est un travail opérationnel un peu plus. Alors, dans la mesure de ce que peut faire un régulateur, hein, on n'est pas plus des centaines et des centaines de personnes, mais on va regarder de manière très concrète sur des sujets un peu sensibles si effectivement les conditions opérationnelles sont bien réunies. Ce n'est pas parce qu'il y a une offre de référence sur un accès à une installation X ou Y que effectivement sur le terrain les choses vont se passer de la manière qui est décrite. Alors, je ne fais aucun procès d'intention, hein. Tout le monde veut avancer dans le bon sens et à partir du moment où on a une offre de référence, il y a l'entreprise qui met en place cette offre de référence, met en place les règles qui conviennent, mais après, il y a des habitudes à prendre. Le marché s'ouvre pas en une fois. Hein. Claude Steinmetz parlait de l'Allemagne, effectivement, c'est 25 ans d'ouverture, avec aujourd'hui 30% de part de marché, si je ne m'abuse, entre 1 km pour les nouveaux entrants. Donc c'est extrêmement progressif. C'est un monde très, très normé, un monde de sécurité ferroviaire, un monde avec des règles, un monde avec des habitudes. Donc pour pouvoir, je dirais, passer de l'impulsion de voilà, je crée une offre de référence, j'ouvre une installation, elle est effectivement ouverte et ça fonctionne bien en pratique, il y a un monde entre les deux. Il y a un monde entre les deux parce qu'il faut sensibiliser en permanence les différents acteurs aux règles, au fait que les choses ont changé, qu'il faut traiter les nouveaux entrants comme on traite les opérateurs historiques. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui nécessite une forme de vigilance de la part du régulateur, sans aucun procès d'intention, mais qui est importante parce que, quels que soient les pays qui ont ouvert les services ferroviaires à la concurrence, on constate que les changements sont longs. Hein. Le ferroviaire, ça s'organise dans le temps long. On n'est pas dans les télécoms. On est dans un monde où, effectivement, les processus opérationnels sur le terrain doivent quelque part relayer les intentions d'ouverture posées par le législateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régulateur va faire des visites sur le terrain. Alors Laurence Daziano en sait quelque chose, donc on sollicite beaucoup les équipes de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs pour aller sur le terrain, constater comment les choses se passent, observer, le cas échéant, avoir des échanges. Hein. On privilégie en tant que régulateur un dialogue ouvert et constructif. Quand on voit une anomalie, l'idée, c'est pas de dire on fait une procédure manquement ou on sanctionne. Le régulateur, finalement, son rôle, c'est d'identifier, de prévenir en amont le plus possible pour pouvoir, derrière, pousser les uns et les autres à jouer le jeu et à le jouer vraiment concrètement sur le terrain. Parce que ça se joue aussi là. Hein. Ce sont les opérateurs qui, au quotidien, vont accueillir des nouvelles entreprises, des régulateurs ferroviaires ou des aiguilleurs qui vont gérer le passage des trains des différents opérateurs. Et c'est là que ça se passe aussi très concrètement. Le respect des règles qui sont édictées dans les documents de référence, elles sont mises en œuvre par des opérateurs sur le terrain qui doivent comprendre le sens de ces règles, y adhérer au bénéfice de l'ensemble du système ferroviaire. Donc ça, c'est important et c'est un travail que le régulateur doit mener, je dirais, parallèlement au travail un petit peu plus formel d'avis, d'instruction avec les directions générales des différents opérateurs concernés. Merci beaucoup. Laurence Daziano, vous confirmez cette idée qu'il faut finalement pour l'encadrement des entreprises, enfin de l'opérateur historique, opérer une mutation culturelle en fait profonde de l'ensemble de l'entreprise au-delà des réorganisations formelles et que ça se fait en coopération avec le régulateur, avec les nouveaux entrants. Alors oui, évidemment, il y a un changement de mentalité à opérer. On ne vit plus dans le même monde, donc on ne peut plus travailler comme on travaillait avant. D'abord parce que on n'est plus tout seul, même dans nos installations. Donc évidemment, il y a tout un travail qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant.
pour tout ce qui concerne l'éducation à la régulation et le fait qu'il y ait d'autres opérateurs qui viennent. Je dirais que sur le terrain, c'est peut-être là où ça pose le moins de problèmes parce qu'un cheminot est un cheminot et qu'il ait une étiquette SNCF ou une autre étiquette, il a envie que ça fonctionne, il a envie que ça marche. Et surtout, il y a un élément très important qui est la sécurité et tout le monde a cette culture de la sécurité quand on est dans le ferroviaire. Donc je dirais que là où il y a peut-être le moins de barrages, c'est sur le terrain. Ensuite, sur les travaux que nous menons à SNCF Voyageurs, oui, on mène des travaux avec le régulateur depuis plusieurs années maintenant qui visent à faire en sorte que toute la législation européenne soit transposée, mise en œuvre en France. C'est pas facile. On a vu les Allemands au début, ça s'est pas très bien passé non plus. Enfin, quand on se souvient au tout début 1994-1999, en Allemagne, l'ADB a refusé d'ouvrir ses centres de maintenance aux concurrents. Donc ils ont tous été obligés de reconstruire leurs centres de maintenance à côté. Sauf qu'en Allemagne, vous avez une particularité qui est que quand l'opérateur ferroviaire ne veut pas faire, c'est suspensif de la décision législative. Et là, ça ne le serait pas. Donc, ce n'est pas la peine de se battre sur ce terrain-là. Il y a d'autres choses plus intelligentes à faire. Et notamment, comme disait Claude Steinmetz, il y a un marché à développer, le marché du rail aujourd'hui. Le vrai concurrent du rail, ce n'est pas une entreprise contre une autre, c'est la voiture. Et on est dans un contexte aujourd'hui, notamment si on veut arriver sur le Green Deal et sur le climat, où l'objectif, c'est d'augmenter la part du rail, que ce soit en voyageurs. Alors là, je suis plus légitime pour en parler, mais aussi dans le domaine des marchandises. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce marché ferroviaire se développe dans les territoires et se développe également pour la question, pour tout ce qui est question écologie, verdissement de notre économie, mais aussi pour des questions pour voyager en sécurité. Voilà, c'est du ferroviaire dans les territoires, dans des bonnes conditions de sécurité et sur un marché qui doit s'élargir. Donc, in fine, on est tous là pour faire gagner le train. Alors, on va le faire avec chacun après son angle de vue qui n'est pas le même. Mais on a tous, ce que disaient à la fois Claude Steinmetz et Olivier Salès, on est tous là quand même pour que le train se développe. Alors justement, si on revient sur l'expérience allemande, finalement, est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience pour que nous, notre transition, elle ne dure pas 25 ans, même si elle a commencé tôt, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle puisse se faire un peu plus rapidement et donc Claude Steinmetz, vous qui la connaissez bien, qu'en pensez-vous qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour améliorer encore les choses et surtout améliorer le rythme de l'ouverture à cette concurrence dont on a rappelé effectivement qu'elle correspond aussi à cette idée que, in fine, ça peut permettre de développer le rail comme un instrument central de système de mobilité multimodal. Alors je vais dire déjà une première chose, c'est que ce qui se passe en Allemagne sert très exactement aujourd'hui et très clairement à l'ouverture du marché ferroviaire en France. Pourquoi vous prenez donc Transdev, il a des références allemandes fortes. Vous prenez le groupe Arriva, filiale de l'ADB. Ce sont deux acteurs aujourd'hui que l'on voit répondre à des appels d'offres. Vous regardez côté région, les régions naturellement prennent des AMO, donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et dans les cabinets conseils, nous retrouvons des Allemands. J'en veux pour preuve KCW avec Andreas Wettig. Donc on voit que l'expérience allemande, le savoir-faire allemand va naturellement traverser le Rhin et venir en France. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et oui, on va pouvoir gagner du temps. Gagner du temps puisqu'il est hors de question de repartir dans des contentieux lourds comme on a pu faire en Allemagne,
où la Deutsche Bahn a été plutôt à camper sur ses positions, n'a pas eu une position d'ouverture, même si aujourd'hui elle se félicite de l'ouverture, puisqu'il y a une véritable dynamique, ça n'a pas été son approche première. Je pense qu'aujourd'hui, et j'en ai quelques preuves, je pense que la SNCF n'est pas dans cette logique. Premièrement, on se doit de saluer le travail de longue haleine, discret, que la SNCF a réalisé, à savoir qu'elle a convaincu le corps social qu'il y avait des mutations qui étaient inévitables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je rencontre des patrons d'organisations syndicales de la SNCF qui me demandent de travailler avec eux pour préparer l'avenir. Il y a quelques années, c'était impensable. Donc ça, il faut le souligner. D'autre part, la France peut être émaillée de grèves. C'est des choses qui arrivent. Et j'allais dire, lors des dernières grandes grèves, il faut souligner que SNCF Réseau a fait l'impossible pour sauver le fret. Il aurait été simple, effectivement, de considérer que le système était en grève et que partant de là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Non, il y a une culture quand même assez forte du cheminot qui est là pour défendre le train, qui est là parce qu'il y a des convictions fortes qui ont été inculquées. Et je pense qu'il y a une volonté commune de faire gagner le train au détriment du tout-voiture ou du tout-camion. Donc ça, c'est un élément fort qui va pouvoir rassembler les acteurs avec une volonté de l'État qui commence à devenir concrète. L'État n'a pas toujours été bon père, je vais dire, en la matière. On a vu, il s'est lancé dans le tout TGV, il n'y a pas toujours les investissements où il faut. Aujourd'hui, l'État se lance dans des aventures, porte des aventures comme 4F, qui est donc le rassemblement de toutes les entreprises de fret pour sauver le fret en France et avoir une dynamique sur le long terme. Donc on voit quand même qu'il y a une sensibilisation forte maintenant de tous les acteurs pour se dire, on a de l'infrastructure, il y a du matériel, il y a des acteurs qui savent faire. Je prends le cas de Transdev, c'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, tout notre savoir-faire est gagné à l'international. On est une filiale de la Caisse des dépôts et le savoir-faire qu'on avait du ferroviaire, on ne pouvait pas s'en servir en France. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Là, quand même, il y a les textes qui sortent, il y a les décrets qui sortent, donc tout doucement, le travail législatif est fait. Tout doucement, parce que tout n'est pas fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des points lourds à travailler avec les organisations syndicales pour que les choses se passent correctement. Vous avez dû entendre parler des facilités de circulation des cheminots. C'est un sujet qui n'est toujours pas réglé, tranché, entre les nouveaux entrants, les organisations syndicales, l'entreprise ferroviaire et surtout l'État. Puisque moi, en tant que nouvel entrant, très honnêtement, les facilités de circulation, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je veux dire que c'est un problème entre l'État et l'opérateur historique. Donc oui, il y a des sujets qui commencent peu à peu à disparaître, qui vont devenir naturels, et je pense que tout le monde va être, et ce n'est pas de l'angélisme, être tendu vers le résultat pour améliorer le système. Parce que tout le monde est convaincu que si le système ne s'améliore pas, le système disparaît. Comme énormément de lignes, ce qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire, qui ont disparu en France. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait d'excellents rapports faits par d'éminents spécialistes qui disaient supprimons ces lignes, elles coûtent cher, il n'y a personne dans les trains. Évidemment, s'il y a 2 trains par jour, il n'y a personne dans les trains. Donc là, maintenant, il y a une réflexion, c'est comment on peut au contraire voir les travaux d'infrastructure à faire pour qu'on remette des trains et qu'il y ait de nouveau ces dessertes qui irriguent l'ensemble du territoire national. Donc je pense qu'on est sur une voie plutôt positive en ce moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a eu...
Est-ce qu'il y a des questions des internautes? Non. Donc le mécanisme n'est pas encore complètement rodé. On arrive de toute façon pratiquement à la fin de notre débat. Donc je vais laisser la parole à chacun d'entre vous pour quelques mots de conclusion si vous souhaitez en faire. Donc on va reprendre l'ordre qu'on a suivi depuis le départ. Donc Olivier Salès et puis ensuite Laurence Daziano et Claude Steinmetz. Merci. En synthèse et pour reprendre un peu ce qui a été évoqué, effectivement, le système ferroviaire est je dirais un des pans du système de mobilité plus global. Effectivement, c'est un mode qui est vertueux, notamment par rapport à la capacité de transport et au respect de l'environnement par rapport à d'autres modes. Mais effectivement, pour que ce soit vraiment le cas, il faut qu'il fonctionne bien. On parlait des lignes fines de dessert du territoire. La question, c'est comment faire en sorte que les trains soient remplis. Parce qu'effectivement, on constate qu'il y a peu de voyageurs sur certains TER. Enfin, quand on a 2-3 voyageurs sur un TER thermique, ça pollue plus qu'une voiture, quoi. Donc, effectivement, il y a un enjeu en France, sans doute, de redonner un peu de sens et de vertu au mode ferroviaire. L'ouverture à la concurrence peut être un des leviers pour le faire. C'est ce qui a permis dans les pays qui l'ont expérimenté, en tout cas la Suède, l'Allemagne notamment, de faire revenir les voyageurs vers ce mode de transport. En Suède, dans des zones très peu densément peuplées, il y a des trains qui circulent avec un service adapté à la demande. Ce qui est important, c'est qu'effectivement le service ferroviaire qui soit offert corresponde à la demande et soit performant. Donc il faut effectivement que l'infrastructure soit à la hauteur du service qu'il emprunte, que les gares aussi, notamment dans les zones les moins denses, soient une vraie interface entre la voiture notamment, ou entre des systèmes routiers de transport, pour faire en sorte qu'il y ait une appétence des voyageurs à utiliser le train et une confiance aussi dans le voyageur par rapport au mode ferroviaire. Et là, il faut que toute la chaîne de valeur du système ferroviaire soit au rendez-vous pour qu'effectivement, il y ait non pas une renaissance, certains parlent de grand retour du ferroviaire en France, mais c'est fondamental. Et voilà, l'ouverture à la concurrence est un des leviers potentiels au bénéfice de l'ensemble du système. Merci beaucoup. Oui, je suppose aussi que ça repose aussi beaucoup sur des mécanismes sans couture en fait, de liaison entre les différents modes de transport qui sont importants en zone rurale, mais qui sont aussi importants, bien entendu, en zone urbaine. Et alors, au-delà de la problématique d'aujourd'hui, moi, je voudrais conclure en vous disant à tous, mais prenez le train, quel que soit le train. Prenez le train. Ils sont safe aujourd'hui, malgré le contexte, parce que nous allons vivre dans ce climat de pandémie pendant encore de nombreux mois, malheureusement. Donc, il ne faut pas que tout s'arrête, ni les processus dont nous avons parlé, puisqu'il faut avancer. Mais surtout, prenez le train, parce que si vous montrez qu'il y a un marché qui se développe, ce sera plus facile pour tout le monde d'être sur le marché si le marché grandit. Merci beaucoup. Moi, je vais finir avec quelques mots. Le premier mot, c'est l'anticipation. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans un monde où on anticipe le plus possible, qu'on prenne des temps d'avance. Un deuxième mot, c'est la simplification. Aujourd'hui, le ferroviaire, c'est complexe. Les normes sont très complexes. Il y a des empilements de réglementation. Essayons de simplifier. Essayons d'avoir des trains légers sur des dessertes fines du territoire et des normes légères sur ces dessertes. Il faut des normes adaptées. Il ne faut pas des normes qui descendent du central et qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la ligne. Et essayons de faire du sur-mesure pour être plus performants. Nous sommes tous responsables des deniers publics, parce qu'après tout, il y a beaucoup de deniers publics quand même. Il faut savoir que l'usager ne paye pas forcément le juste prix. Donc, même pas vraiment, me dit Laurence. Donc on est responsable des deniers publics. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas des taux de marge qui sont particulièrement importants. C'est vraiment l'intérêt général qui prime. Et je pense que l'ouverture sera un plus avec une infrastructure maîtrisée. Voilà, je pense vraiment que l'infrastructure, c'est un élément fort qui a peut-être été un peu à l'abandon ces
dernières décennies. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut investir pour repartir sur un système fiable et qui répondra à l'attente de la population. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois pour vos interventions tout à fait passionnantes sur un sujet qui, au premier abord, est un peu ardu. Et dès qu'on rentre dans le détail, on comprend pourquoi il devient passionnant. C'est souvent ce qu'on découvre dans les petits déjeuners de la chaire Gouvernance et Régulation. On aura un prochain petit déjeuner dans un peu plus d'un mois. Et on aura un deuxième événement cette semaine qui aura lieu demain au Conseil d'État, où on va parler d'un sujet différent mais tout aussi passionnant. Qui est la régulation des données. Mais ça concerne aussi un petit peu le transport et les opérateurs de transport, puisque parmi les données qu'il faut partager ou valoriser, etc., il y a évidemment les données de transport. Donc on en parlera certainement demain. Et je vous remercie encore. Je remercie l'auditoire qui a bien voulu faire l'effort de venir nous rejoindre ce matin. Et puis... je remercie à ceux qui nous ont suivis en ligne et on aura des modalités de prestation technique améliorées pour la prochaine fois. En réalité, l'université n'a pas été en mesure de nous fournir les bons sillons pour pouvoir faire notre retransmission en streaming de manière optimale. Mais la prochaine fois, ça sera meilleur. Et donc j'espère quand même que ceux qui nous ont suivis en ligne ont pu suivre le débat. De toute façon, on aura une vidéo tirée du débat, il sera visible. Voilà, et on aura aussi, comme d'habitude, des interviews des différents participants à ce débat de ce matin. Donc merci à tous et encore merci aux trois intervenants. Merci à vous.